Radio Campus 106,6. Il est 19h passé de 7 minutes. Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez le 106,6 Radio Campus. Une émission un peu spéciale ce soir car j'accueille Patrick Dorobitz, compositeur et plasticien français qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Alors avant de vous le présenter et de discuter un petit peu minimalisme et minimal art avec lui, je vous propose tout de suite d'entamer l'émission par sa pièce Le Gai Savoir.
Bonsoir Patrick Dorobitz. Bienvenue dans Code Alternative qui s'ouvre ce soir donc par votre pièce Le Gai Savoir, dont on disait entre nous que ça pouvait évoquer un peu Nagoya Marimba, même si... tu veux donc dire Nagoya Marimba de Steve Reich. Dans cette pièce, Le Gai Savoir est antérieur à Nagoya Marimba. J'ai composé cette pièce en 1984 et elle servait d'indicatif à la radio Fréquence Nord. Et c'était mon ami Goliath qui diffusait cette pièce comme jingle en fait pour une de ses émissions. Très bien, merci pour... C'est donc antérieur. Oui, bah, tu as raison de le souligner, d'insister. Écoute, je te reçois ce soir pour continuer notre discussion que nous avons entre nous depuis quelque temps sur la musique minimaliste et ses origines finalement dans le minimal art et également dans l'avant-garde russe. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça, de cette origine du minimalisme et de sa définition selon toi. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours réducteur que de dire que le minimalisme se réduit à une simple simplification de forme et que la phrase célèbre de l'architecte Ludwig Mies van der Rohe, Less is more, en est l'adage. Alors, c'est vrai que cette sentence est l'un des concepts clés de ce mouvement, mais il n'en demeure pas moins que d'autres, tout aussi importants, sinon plus, sont souvent oubliés. Et il y en a deux d'entre eux qui sont particulièrement oubliés. C'est l'idée de la mécanisation et de la reproduction par les moyens industriels ou technologiques, c'est-à-dire l'emploi des technologies. Et puis le second, qui fait suite à cette idée, est d'ordre politique, puisque s'il y a utilisation des moyens industriels ou technologiques, on peut se poser la question de quel sera l'art de demain et donc quelle société pour demain. Alors, tu l'auras compris, le minimalisme est avant tout un courant artistique, politique et philosophique. C'est le rien qui s'oppose à quelque chose de nouveau. C'est le rien comme nécessité vitale pour la construction d'un autre monde. C'est un autre monde qui prend ses racines dans les thèses de l'avant-garde russe et plus particulièrement le suprématisme, à ne pas confondre avec le constructivisme. Alors, on peut presque dire, en reprenant la pensée malévitchéenne, qu'il ne peut être question de musique dans le minimalisme, car la musique est périmée depuis longtemps et que le compositeur est lui-même un préjugé du passé. Je veux dire que le minimalisme est plus qu'une esthétique, car il est propulsé par la pensée philosophique des artistes du minimal art, on en parlera après, des artistes du minimalisme qui sont issus réellement du minimal art. Alors, le minimalisme se préoccupe en fait surtout de l'ère industrielle, de la mécanisation, du progrès scientifique et technique, bref, en fait, des technologies, et aujourd'hui on sait ce qu'il en est. Comme dans le suprématisme, le minimalisme, c'est l'apothéose de l'ère mécanique, industrielle et maintenant technologique. Si on transpose ou qu'on veut développer les idées du minimal art dans la musique, le minimalisme musical est bien plus complexe que la seule utilisation de la tonalité ou encore de la pulsation. Souvent, on parle de la tonalité ou de la pulsation comme étant les moteurs en fait, du minimalisme. Alors, je ne comprends pas du tout qu'on ait utilisé le terme minimaliste pour une musique qui n'en est pas en fait, puisque le minimalisme n'est pas du tout ça. Que des compositeurs réintroduisent la tonalité, après tout, c'est leur affaire. Bon, c'est tout. Ils ont le droit, mais il ne faut pas qu'ils disent que c'est du minimalisme. Dans ce cas-là, ça n'a plus rien à voir avec le minimalisme. Je parle du minimalisme, bien entendu, en disant que le minimalisme est issu du minimal art. Hein. On s'entend bien sur les termes. Qu'est-ce qu'on peut dire du minimal art ? C'est assez compliqué, mais je peux donner une définition assez brève. Oui, ouais. On t'en prie. Bon.
Alors, le minimal art, c'est un courant de l'art contemporain qui est né à la fin des années 60, principalement aux États-Unis, mais aussi en France. On dit souvent que c'est Richard Wolheim qui a employé ce terme pour la première fois aux États-Unis, mais non, c'est David Burliuk, un Russe, qui emploie ce terme pour la première fois en 1929. Il en parle concernant la peinture de John Graham. D'ailleurs, Hartmut Oberndorf en parle dans son livre Minimalism Designing Simplicity, In Search of Minimalism, et c'est lui qui découvre aussi que bien avant les Wolheim ou d'autres aussi, David Burliuk donc en parle déjà en 1929. Alors le minimalisme, en fait, on ne parlait pas de minimalisme à l'époque, dans les années 70, enfin tel que moi je l'ai connu, mais on parlait de minimal art. Alors, qu'est-ce que c'est que le minimal art ? Le minimal art interroge la peinture dans son nouveau rapport à l'espace. C'est-à-dire qu'il l'a fait sortir de sa bidimensionnalité et de sa surface plane en abordant la troisième dimension, mais sans pour cela être une sculpture. On s'entend bien, c'est pas la sculpture. C'est-à-dire qu'on a des objets bien souvent industriels, et c'est là qu'interviennent les technologies de l'époque, pour leur fabrication, des objets donc qui vont participer à la création d'un nouvel espace. Dans une exposition de minimal art, on voit des objets qui ne sont pas de la peinture, qui ne sont non plus pas de la sculpture, c'est autre chose. C'est dans ce sens que le minimal art élargit le champ de l'art en créant des espaces où le spectateur se trouve confronté à une nouvelle réalité spatiale. Tu te trouves dans une exposition, tu te demandes où tu es, c'est quoi, est-ce que le mec se moque de moi, tu te demandes vraiment où tu es. Et donc ces objets interrogent réellement l'espace et mettent les gens dans une situation comme s'ils étaient dans un autre monde qui le questionne dans son rapport justement à ce nouvel espace artistique. C'est là où ça devient important et intéressant. L'espace est occupé parfois au sol, il est occupé au plafond ou dans l'espace même par la lumière électrique, par exemple, je pense à Flavine. C'est aussi une certaine façon de donner au regardeur la possibilité justement de regarder les œuvres sous différents angles. Et puis aussi de permettre aux gens qui sont dans cette exposition de circuler autour des œuvres. Alors c'est pas anodin, car c'est une façon de convoquer le regard pour avoir une multiplicité d'angles de vue, ce qui permet donc d'avoir différentes analyses de l'objet pictural de cette installation. On est dans l'installation. C'est aussi une façon de rompre avec l'analyse unique. Ça, c'est aussi très très important. C'est aussi une façon donc de remettre en cause la pensée unique face à l'œuvre d'art. Ça, c'est le minimal art. En fait, donc, on touche aussi par sa temporalité et l'occupation de l'espace, la perception du regardeur, et on l'interroge sur une autre réalité du monde. Un peu comme les suprématistes pensaient à la construction d'un nouveau monde. L'utopie, à l'époque, d'un monde communiste. On était juste après la révolution de 1917. Et alors, donc, cette dimension politique est commune à ces deux mouvements artistiques. Voilà ce que je peux dire. Et ce que je peux rajouter également, c'est que le minimal art naît dans un contexte d'effervescence intellectuelle qui est très critique envers la société. Il faut transformer l'art, la vie, le monde, il faut rejeter les musées où s'entasse l'art du passé, il faut trouver de nouveaux lieux d'exposition, de nouvelles façons d'exposer, de présenter les œuvres, ainsi de suite. C'est une critique réelle du monde de l'art. En fait, le minimal art pose de grandes questions sociétales, pose un regard sur cette nouvelle société qui se construit à partir des années 60. Il y a aussi une volonté dans le minimal art pour que le spectateur soit acteur de l'œuvre. Moi-même, lorsque dans les années 80, je mets mes draps, je ne sais pas si tu as vu la photo, enfin, tu vois,
Quand je mets mes draps dans la rue Neuve, à Lille, en 1980, j'invite les gens à se questionner sur l'œuvre. Qu'est-ce que je fais dans la rue avec ces draps? Ça, c'est une des caractéristiques du minimal art. On questionne en permanence, à la fois par l'œuvre et on questionne les gens. On leur demande de faire un effort. C'est en ce sens où le spectateur est acteur de l'œuvre. Alors maintenant, ça c'est pour poser les bases du minimal art. Maintenant, on peut parler du minimalisme en musique. Voilà, le lien avec la musique. Le lien avec la musique. Alors, bien entendu, je parle du minimalisme en musique comme le pendant du minimal art. Il faut bien qu'on s'entende. Je ne parle pas du minimalisme tel qu'il est décrit dans Wikipédia, dans les Larousse ou je ne sais quoi, enfin toutes les conneries que j'ai pu lire à droite et à gauche. Je parle du minimalisme comme pendant réel du minimal art. Alors, le minimalisme en musique, il interroge le monde sonore par l'arrivée des nouvelles machines que sont les synthétiseurs qui apparaissent à la fin des années 60 et au début des années 70. Des synthétiseurs dont je vais me servir à partir de 72, 73. Et à travers ces instruments de musique, on pose la question du devenir de la musique. On ne peut plus faire de la musique comme avant avec ces nouveaux instruments. Alors, quelle sera notre nouvelle musique? C'est ça, en fait, la question. Quels seront les nouveaux sons, nos nouveaux bruits? Ah oui, à un moment, je pense à Jacques Attali. Attali disait qu'on peut deviner l'économie d'une société rien qu'en écoutant ses bruits. C'est sûr, on peut deviner quand on entend des tam-tams, tu sais que tu es dans une société africaine. Quand tu entends des trains, des voitures, tu sais que tu es dans un centre-ville européen. Enfin, bon. Mais quand on entend ces nouveaux sons qu'amènent les synthétiseurs, tu te poses la question de quel sera aussi, non seulement le devenir de la musique, mais quelle sera notre nouvelle économie à travers ces nouveaux sons. Et donc l'interrogation finalement des nouveaux moyens industriels mis à notre disposition, c'est là où tu faisais un lien avec le minimal art. Pour ça, l'attitude minimaliste en musique passe forcément par l'interrogation des nouvelles technologies, tout à fait. On ne peut pas ignorer, puisque c'est le problème essentiel du minimal art, c'est-à-dire qu'on emploie des matériaux industriels et on emploie une fabrication industrielle. Comme en musique, on va employer donc ces nouveaux instruments avec des sons qui sont sortis d'usine, comme on dit, tout le monde connaît dans le jargon. On prend des sons d'usine et on va utiliser ces synthétiseurs qui apparaissent. Mmh. Alors écoute, je te propose de marquer une petite pause musicale en diffusant ta pièce L'Orphéon de Jade, qui justement interroge la place de l'interprète dans ta démarche. Tout à fait, oui. Parce que après avoir travaillé sur la machine, tu réintroduis l'interprète pour des questions... oui, alors là, c'est une de mes contradictions, la contradiction de l'artiste. C'est-à-dire que le minimalisme, je disais tout à l'heure que c'est le rien, c'est bien... Donc on va construire quelque chose de nouveau, et puis quand tu es face à ce rien, à ce vide, quelque part tu as peur. Et donc j'ai voulu, dans la version qu'on va écouter ici de l'Orphéon de Jade, introduire le musicien, en l'occurrence c'est ma compagne Véronique Van Hoek, qui y joue, et qui va donner une dimension humaine à ma pièce L'Orphéon de Jade. Que je te propose d'écouter tout de suite. On en reparle juste après. D'accord.
Il est 8h20, vous écoutez toujours le 106,6, l'émission Code Alternative qui reçoit ce soir Patrick Dorobitz, dont nous venons d'entendre la pièce L'Orphéon de Jade. Patrick, peut-être pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ou d'ailleurs pour ceux qui suivent l'émission depuis le début, peux-tu nous expliquer un peu les enjeux de cette pièce, justement la place de l'humain par rapport à l'électronique, ce que tu interroges? Oui. Alors là, justement, on vient d'écouter une pièce que j'ai composée en 1981, suite à l'élection de François Mitterrand, je dirai pourquoi après. Et dans cette version que nous venons d'écouter, elle est jouée par Véronique, c'est-à-dire que Véronique joue les 4 pianos, et j'ai ajouté un mouvement qui fait axe de symétrie, en quelque sorte, une forme ABA. Il y a un deuxième mouvement où j'ai introduit des matériaux sonores que je développe autour du piano préparé, ou encore de la microtonalité et des sons électroniques. C'est-à-dire que j'ai essayé de charger davantage mon Orphéon de Jade de 1980, qui était purement électronique, de ce côté humain que représente le musicien. Quand j'ai composé l'Orphéon de Jade, j'étais dans un radicalisme minimaliste extrême, sans émotionnel, sans sensible, un peu d'ailleurs comme les céréalistes, tout le monde comprendra ce que je veux dire. Et puis j'étais donc dans cet extrémisme et j'avais décidé de ne faire jouer ma musique que par l'ordinateur, sans musicien. Alors autant te dire que je me suis attiré beaucoup d'ennuis, puisque après, dès que j'ai commencé à chercher des musiciens, j'étais plutôt mal vu. Mais bon, j'ai continué avec mes machines, et puis après une dizaine d'années, j'ai commencé à retravailler avec des musiciens. Dans cette version donc qu'on vient d'écouter, je disais qu'il y a un peu plus de charge émotionnelle, puisqu'on a un jeu instrumental, ce qui n'était pas le cas dans la première version. Cette première version est composée de 2 groupes de notes, 2 séquences qui ont chacune une durée différente. Le premier groupe est composé de 5 notes et le second de 6 notes. Des groupes de notes qui sont écrits en croche. On a donc une mesure à 5/8 et une mesure à 6/8. Alors, tout le monde sait que quand on fait un contrepoint avec des mesures 5/8, 6/8, la lecture verticale est complètement différente. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'harmonie va changer. Je me suis aperçu qu'en mettant en boucle le 5/8 et le 6/8, l'ordinateur, avec sa régularité extrême, me faisait apparaître des mélodies que moi-même je n'avais pas écrites. Donc, je me suis dit que c'était quelque chose de très intéressant et que je pouvais continuer dans ce sens. En même temps, j'employais une gamme qui était très très ancienne, puisque c'était la gamme pentatonique. Alors, je n'ai pas employé pour rien cette gamme universelle, cette gamme pentatonique. Et c'était aussi pour démontrer que 2 entités bien distinctes, telles qu'une mesure 5/8 ou une mesure 6/8, pouvaient s'entendre et qu'elles pouvaient coexister. Et quand je disais tout à l'heure que j'ai composé ça en 1981, après l'élection de François Mitterrand, c'est tout simplement parce que j'entendais un discours où j'entendais un certain nationalisme qui naissait. Et j'entendais avec les socialistes, on va avoir une immigration, on va voir ci, on va voir là, on ne peut pas coexister, toutes ces choses. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai composé l'Orphéon, et j'ai donc fait coexister une mesure 5/8 avec une mesure 6/8 pour bien démontrer que la coexistence de toutes les cultures, et là, en l'occurrence, non de culture, mais de temporalités différentes, était possible. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans l'Orphéon de Jade. Oui, et puis en refaisant appel aussi à l'interprète, quelque part, tu recrées aussi un lien entre la machine et l'humain. Dans cette pièce, il y a l'articulation d'une double réconciliation entre deux temps différents, 5/8, 6/8, et également une réconciliation entre l'interprète et la machine, ou en tout cas une cohabitation possible. Tu l'interroges. Voilà, c'est-à-dire que là, je mets en parallèle le temps mesuré de l'ordinateur face au temps humain. Et c'est pour moi aussi une question très très importante de mettre
fait, c'est deux temps de confronter ces deux temps. On est actuellement dans une société où on vit dans deux mondes. En fait, on vit dans un monde virtuel et un monde réel. En fait, le monde virtuel n'est pas du tout virtuel, il est bien réel également. Mais on a bien deux temps. Avec l'Internet, on a une réunion de l'espace et du temps. Hein, on n'est plus qu'un. Et l'Orphéon de Jade, c'est ça. C'est ce que tu interroges dans ton œuvre, finalement, pour toi, au cœur de la problématique minimaliste. Tout à fait. Alors, écoute, faut qu'on aille un petit peu vite si on veut écouter ton œuvre, Le Marteau Double, en entier. Justement, une œuvre qui interroge également la place de la machine. Alors, si tu peux nous expliquer assez rapidement ce qui est en jeu ici. Là encore, je mets en parallèle les deux temps. Je mets le temps de l'ordinateur. Les musiciens vont jouer avec l'ordinateur. C'est-à-dire qu'ils vont se calquer sur le temps mesuré de l'ordinateur pour donner une dimension humaine et démontrer que l'univers technologique est possible à condition qu'on s'empare de cet univers technologique. Et c'est toute la problématique actuelle de notre Internet et de ce qui se passe avec le net. Donc, Le Marteau Double est une œuvre pour 30 musiciens que j'ai réduit à 12 musiciens sur scène et avec un ordinateur qui joue, lui, les autres musiciens. Eh bien, écoute, Patrick, pour ce soir, ce sera le mot de la fin. Je te remercie encore d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie. Dans Code Alternative. Et comme tu le sais, tu seras le bienvenu pour continuer cette conversation. C'est rapide, une heure de radio. Je te remercie. Voilà, on aime dans l'émission passer de la musique aussi. Donc voilà, je me tais. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et vous laisse avec Le Marteau Double de Patrick Dorowitz que nous avons reçu ce soir et que nous recevrons de prochaine fois avec grand plaisir. Merci et bonsoir.